S'il y a bien un marqueur générationnel à ne pas sous-estimer, c'est bien les jouets. Quand on veut situer la génération de quelqu'un, on se fie souvent à ses références culturelles. Ça peut être les dessins animés ou les jeux vidéo, mais il ne faut pas oublier que ces médias étaient souvent des supports pour vendre des jouets. Et c'est loin d'avoir disparu aujourd'hui. N'est-ce pas Pokémon? Il suffit souvent d'un concept ingénieux ou d'un marketing efficace pour que toutes les cours d'école soient envahies du nouveau gadget à la mode. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. De vous laisser envahir par la nostalgie avec une rétrospective de différents jouets et objets que vous avez peut-être eu entre les mains. Je vais surtout parler de ce que j'ai moi-même connu, donc ne le prenez pas mal si j'évoque pas votre jouet préféré, je veux pas d'embrouille. Vous êtes prêts? Alors on y va. On va essayer de procéder par catégorie et j'aimerais commencer par ce que j'appellerais les jouets créatifs. Je vais regrouper ici les objets qui permettaient de dessiner ou de construire des choses. Déjà, si je vous montre ça, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Blopen, la magie des couleurs. Souffle dans ton Blopen. Regarde, waouh, c'est magique, les dessins apparaissent. Pour rappel, Blopen c'était des espèces de feutres dans lesquels on soufflait pour faire sortir de l'encre à la manière d'une bombe de peinture. Si on les utilise telles quelles, surtout avec le talent d'un enfant de 5 ans, il y a peu de chances que le résultat soit exposé au Louvre. Encore que... Non, le secret des résultats qu'on pouvait voir dans la pub, c'était les différents pochoirs fournis avec les feutres. Grâce à eux, on pouvait obtenir des dessins plus travaillés avec des contours propres. Ça donnait vraiment l'illusion de pouvoir réaliser un truc de fou sans effort. Ça, c'est en théorie, parce que dans les faits, les vrais se souviennent que c'était plus galère qu'on pouvait le croire. Le plus évident, c'est que souffler autant, mine de rien, ça fatigue. De la même manière que la pratique d'un instrument avant comme la trompette peut impacter négativement la santé. Ici, dans une moindre mesure, à force de trop souffler, un enfant peut se retrouver avec la tête qui tourne ou finir par avoir mal aux joues. Rien de bien méchant, mais ça te faisait réaliser que c'était pénible à utiliser sur la durée. Et même au niveau technique, il fallait maintenir le pochoir avec une main et au moindre dérapage, tu pouvais foutre en l'air ton dessin. Sans compter que ça marchait avec des recharges de peinture, donc quand on avait plus, il fallait convaincre tes parents d'en racheter. Mais bon, malgré ces petits détails, à la fin t'avais souvent un joli dessin à accrocher dans ta chambre et la sensation d'être le nouveau Van Gogh. D'ailleurs, les Blopen ça existe encore aujourd'hui, preuve que ça continue de marcher auprès des enfants. Comme quoi, ça vaut le coup de risquer une crise d'asthme pour embellir ses murs. Dans la même veine, un autre objet qui te donnait la sensation de faire des dessins de fou, c'était les spirographes. Je l'évoque vite fait parce que c'est un jouet qui a vraiment traversé les générations. Tout repose sur un principe de géométrie où une roue crantée tourne à l'intérieur d'une autre roue plus grande. En mettant la pointe d'un crayon dans les trous de la petite roue, on peut tracer des courbes qui, en se répétant sur plusieurs tours, peuvent créer des motifs très précis et complexes qu'on appelle des guillochis. C'est un principe qui est décrit depuis le XVIe siècle et qui est utilisé dans l'architecture, l'horlogerie, la joaillerie, la menuiserie et beaucoup d'autres. C'est même utilisé en tant que sécurité sur certains billets ou documents d'identité pour compliquer le travail des faussaires. Et c'est au début du XXe siècle que le potentiel ludique du spirographe est mis en lumière. Même aujourd'hui, c'est assez hypnotisant de voir le motif se dessiner petit à petit. Et comme quoi les maths, c'est parfois moins chiant que ça en a l'air. Un peu plus intéressant au niveau créatif cette fois, on va parler des... je sais pas si c'est un nom officiel ça, mais les petites perles colorées qu'il faut assembler pour créer des formes avec. On les assemble sur un plateau, puis on les colle ensemble soit avec de l'eau, soit avec un fer à repasser selon les versions. Ça c'est un art qui me touche particulièrement parce que, c'est du pixel art quoi. Moi qui essaie depuis un moment de développer un jeu, ça parle à mon cœur de game designer. D'ailleurs c'est pas rare de voir les gens faire des vieux sprites de jeux vidéo avec ces perles, comme le Mario ou le Link de la NES. Je pense que même si c'était destiné à la base pour les enfants, aujourd'hui c'est aussi un truc d'adulte. Il y a beaucoup d'artistes qui font des trucs assez stylés. En plus, preuve que c'est pas forcément adapté pour les enfants, il y a eu de nombreux cas d'accidents avec des gamins qui avalaient les perles. Évidemment des cas d'étouffement, mais surtout à cause des produits chimiques contenus dans les perles. Le cas le plus connu étant celui de la marque Aquadots. En 2007, l'entreprise a dû faire un rappel massif de produits parce que des substances contenues dans les perles, une fois dans l'organisme, pouvaient s'apparenter à du GHB. Oui, c'est pas une blague, des gosses finissaient drogués en avalant des Aquadots. Donc dans le doute, évitez de les avaler, faites plutôt un petit Metroid à la place. Après les perles qui sont un mix de dessin et d'assemblage, on va pouvoir transitionner en douceur vers les vrais jouets de construction. Et là, on est sur un de mes petits chouchous, les Magnetix et les Geomag. Un jeu de construction qui consiste en deux éléments de base, des billes métalliques et des tiges aimantées. Ce qui permettait de créer des structures qu'on pouvait assembler et désassembler très facilement. Peut-être un peu trop facilement même, vu que les tiges pouvaient bouger tout autour de la bille, ce qui rend la structure très flexible mais aussi un peu fragile. La base la plus solide, c'était de former des triangles. Un peu comme les polygones des vieux modèles 3D. Parce que les carrés avaient vite tendance à se casser la gueule. Autant dire que pour reproduire les structures gigantesques qu'on voyait dans les pubs, il fallait se motiver. Et aussi acheter plusieurs boîtes parce que c'est pas avec 35 pièces que tu vas finir ta tour Eiffel. Après, le magnétisme a un potentiel ludique certain, donc c'est ingénieux d'en faire un jeu de construction. Quand t'es gosse, c'est presque comme de la magie. Avec le temps, de nouvelles pièces ont été ajoutées comme des tiges flexibles, des tiges lumineuses ou des plaques qui permettent d'embellir et de consolider la structure. En tout cas, même aujourd'hui, je trouve ça trop satisfaisant, même en tant que déstresseur, je trouve ça efficace. C'est un des rares jeux de la vidéo que j'ai gardé depuis plus de 20 ans.
Et comment parler de construction sans évoquer les célèbres Lego? Je vais pas vous faire l'affront de vous les présenter. Leur impact est colossal. Ils ont influencé la pop culture bien plus qu'on ne peut l'imaginer. On y retrouve des références dans les Simpsons, dans One Piece et même dans la vraie vie. Ils ont fait des collaborations avec tous les univers possibles, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Batman. Collaborations qu'on retrouve également sous forme de jeux vidéo et de films. Ils ont inspiré Minecraft qui lui-même les a re-inspirés par derrière. Bref, il y a peu de jouets aussi iconiques alors que le concept est des plus simples. Mais moi je voulais surtout parler d'une gamme particulière de jouets Lego qui a percé dans les années 2000. Des jouets qui ont carrément sauvé la marque d'une crise financière qu'elle traversait à la fin des années 90. Je parle bien évidemment des Bionicles. Peut-être que vous connaissez juste de nom ou que vous en aviez un ou deux, mais pourtant Bionicle a été une des séries de jouets les plus populaires des années 2000. Pour rappel, ce sont des personnages dont on peut assembler les différentes parties selon un mode d'emploi mais qui sont entièrement customisables. Le côté robotique des figurines les éloignait des autres jouets articulés style Action Man. Mais ce qui leur a permis de tout défoncer, c'est surtout l'élaboration d'un univers absolument colossal qui ferait pâlir Marvel de jalousie. Lego a vraiment mis le paquet pour créer une nouvelle licence à mi-chemin entre science-fiction et fantasy avec son lore, des romans, des comics, des films et des jeux vidéo. Des dizaines de personnages au nom impossible à retenir qui appartiennent à des factions avec chacun des pouvoirs différents. Tout ça alors que la plupart des enfants n'en avaient sûrement pas conscience. Il y avait aussi un côté collection avec les armes et les masques des personnages qu'on pouvait interchanger. Beaucoup de gens aujourd'hui sont toujours fascinés par ces personnages et leur histoire. Bionicle s'est plus ou moins arrêté en 2010 mais ça aura suffi pour redresser Lego qui aura fait une grande partie de son chiffre d'affaires sur cette collection. Après Bionicle, on va pouvoir se transitionner doucement vers la prochaine catégorie, les jouets des grosses licences. À mon époque, il y avait 3 grands noms qui dominaient la cour de récré, Pokémon, Beyblade et Yu-Gi-Oh! Pour ce dernier, le nerf de la guerre c'était évidemment les cartes. Un véritable trafic qui se livrait sous les yeux du corps professoral. Vu la complexité des règles de Yu-Gi-Oh! Peu d'enfants savaient réellement jouer et on se contentait de collectionner les cartes avec des belles illustrations ou des grosses stats. Les plus vieux profitaient souvent de la naïveté de leurs cadets pour faire des échanges défavorables. Je parle d'expérience, je n'oublierai jamais ce CM2 qui m'a échangé une carte rare contre un vieux croc argenté déchiré en me faisant croire que c'était trop fort. Pour Beyblade, évidemment, c'était les toupies. On en a déjà un peu parlé dans la vidéo sur les jouets dans les boîtes de céréales. Mais ouais, c'était et c'est toujours une licence extrêmement populaire. Et même moi qui n'étais pas à fond dedans, j'avais mes toupies avec mon lanceur. Bien sûr, les séries animées ont bien aidé à populariser les jouets. Et même s'il n'y avait pas de dragon ou de Pégase qui sortaient des toupies, il y avait une vraie hype avec la customisation des éléments, le petit mouvement de lancer et les toupies qui se heurtent dans l'arène. Pour Pokémon, on a le choix. Ça reste la licence la plus prolifique du monde qui aujourd'hui s'inquiète bien plus des produits dérivés que de la qualité de ses jeux. Évidemment, les cartes encore une fois ont envahi les écoles à tel point qu'elles finissaient parfois par les bannir totalement. On a aussi parlé des mini toupies dans la vidéo des céréales. Mais évidemment, l'objet emblématique de l'univers Pokémon qui rend parfait en jouet, c'est la Pokéball. Ils l'ont vraiment décliné de toutes les manières possibles. On en avait des toutes simples qu'on pouvait ouvrir avec une figurine à l'intérieur. D'autres servaient de lanceurs pour différents éléments comme des toupies ou encore des billes qu'on pouvait envoyer en rafale. Faut l'avouer, même si les pubs faisaient rêver, j'ai jamais vu de jouet Pokéball qui te faisait vraiment ressentir la satisfaction de lancer comme dans l'animé. Mais bon, à l'époque on n'avait pas besoin de grand chose tant que c'était estampillé Pokémon. Dans le game des jouets à lancer, par contre, il y a une licence qui a certes moins marché que ces trois-là, mais qui a quand même rencontré un certain succès, Bakugan. Le concept rappelle clairement les Pokéballs, mais cette fois la boule et la créature ne font qu'un. Le but était de lancer la boule sur une carte magnétique pour que la créature se déploie. C'est assez ingénieux, et encore une fois, pour les enfants, il y a un côté magique grâce au système aimanté. La licence a clairement été prévue pour vendre un maximum de jouets. Si la marque est japonaise, elle a étonnamment flop au pays du soleil levant, alors qu'elle a cartonné en Amérique et en Europe. Et là où Pokémon c'est en premier des jeux vidéo, Beyblade c'est en premier des jouets, et Yu-Gi-Oh c'est en premier un manga, avec Bakugan ils ont fait le choix de lancer en même temps les jouets et une série d'animations. Puis après sont venus le manga et les jeux vidéo, bien sûr faut bien capitaliser. Bon call sur ce coup-là car ils pouvaient utiliser des extraits de l'animé dans les pubs et ça faisait rêver. D'ailleurs moi-même j'étais plus fan du dessin animé que des jouets eux-mêmes. Bon surtout parce que j'avais un crush sur le personnage d'Alice, mais bref. J'avais aussi le jeu sur DS qui était vraiment sympa et qui te permettait de faire des combats sans avoir à acheter une dizaine de Bakugan. Malheureusement le marché des jouets licencés est cruel et Bakugan n'aura pas survécu dans le temps. Au début des années 2010, notamment avec la fin de la série, l'intérêt du public va décroître malgré quelques tentatives pour relancer la licence. Je vous propose une petite parenthèse sucrée avec ce que j'appellerais les bonbons jouets. Des bonbons qui ont eu la bonne idée d'ajouter un aspect ludique pour marquer les esprits. Impossible de ne pas évoquer les Pez. Ça, peu importe la génération, ça reste un classique. Le vrai produit, c'est pas les bonbons, mais bien le distributeur. On peut le transporter facilement, on lève la tête du personnage, on prend une ou deux pastilles, on enfile à son pote et on referme. Et le fait que ce soit des pastilles sèches, ça permet de les conserver longtemps. Sans cette idée, Pez serait sans doute resté une marque de confiserie parmi tant d'autres. Comme Lego, ils ont fait des collabs avec toutes les licences les plus connues, Mario, Pokémon, Star Wars, Harry Potter, Disney, des objets qui font la joie des collectionneurs. Mais même sans l'être, tu peux avoir ton petit Pez préféré et le recharger à tout moment. Ensuite, on va parler de Push Pop. Le principe est tout simple, il s'agit d'une sucette en forme de cylindre qu'on peut pousser hors de son étui en la poussant par-dessous avec son doigt. Dans l'idée c'est sympa parce que t'étais pas obligé de la finir en une seule fois. C'était un des arguments principaux de la pub.
Une fois que t'en avais assez, tu pouvais juste la ranger et remettre le capuchon. Après, dans la pratique, les vrais se souviennent qu'avec la salive, la sucette finissait par couler et coller les doigts. En plus, si à l'époque il y avait encore assez d'innocence, aujourd'hui on pourrait plus sortir cette pub premier degré. Mais je sais pas si c'est pire que la pub américaine avec le jeune Ryan Reynolds. It's something else, yeah, that's the rap. Dig it now, lick it later, just give it the cap. Get hip to it, yeah, see the light. Nothing else fits you, so right. You gotta be hip to the pop. You gotta be hip to the pop. Mais s'il y a bien un bonbon objet que vous avez forcément vu passer pendant votre enfance, c'est le rouleau de Ooba Booba. J'ai l'impression que ce truc a vraiment marqué les esprits alors que le concept est tout con. C'est juste un long rouleau de chewing-gum enroulé dans une boîte ronde, rien de plus. Et pourtant, à l'époque, c'était vraiment populaire. Déjà, présenté comme ça, t'as l'impression d'avoir une quantité astronomique de chewing-gum, presque infinie. Généralement, tout le monde essayait de t'en gratter un peu, et tu pouvais te le permettre vu la longueur du rouleau. Ensuite, je trouve la boîte très satisfaisante. C'est juste une boîte circulaire qui s'ouvre en deux, mais je sais pas, il y avait un truc qui fait que je l'ai gardé même une fois vide. Sans compter qu'on pouvait facilement sectionner le rouleau en le coinçant dans le bord de la boîte. Pourtant, encore une fois, c'était du chewing-gum tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ce qui montre encore une fois que la force d'un concept surpasse souvent la qualité d'un produit. Pour finir, on va parler de ce qui nous faisait rêver à l'époque, les jouets électroniques. À la fin des années 90, les composants électroniques sont devenus assez abordables pour que les fabricants de jouets puissent les intégrer de façon régulière dans leurs produits. C'est l'époque où les ordinateurs, les portables et autres appareils se sont démocratisés dans les foyers. D'un coup, les jouets sont devenus beaucoup plus vivants. Ils ne se contentaient plus d'être des objets inanimés ou de produire quelques sons. Maintenant, on pouvait véritablement interagir avec. Un des jouets qui fut le successeur logique de simples figurines, c'était les robots. Croisement entre des jouets articulés et une voiture télécommandée, une des séries de robots les plus connus, c'était ceux de la marque Wowi, avec son premier et principal représentant, le robot Sapien. Sorti en 2004, ce robot imposant a fasciné bien des enfants. Grâce à la télécommande, on pouvait lui faire des dizaines de mouvements et d'actions, et même programmer soi-même des suites de mouvements. Son tour le plus iconique étant sans doute sa petite danse, accompagnée de cette musique. Même si la majorité de ses actions sont programmées, il avait presque l'air d'avoir une personnalité. En tout cas, son succès a été suffisant pour que d'autres robots voient le jour, comme Robopet le chien et Roboraptor le Raptor. Fort de la hype des robots avec des œuvres comme iRobot, la prélogie Star Wars, Transformers ou Power Rangers, ces jouets te donnaient l'impression du futur aujourd'hui. Un autre jouet électronique qui a fasciné ou traumatisé, ça dépend des gens, c'est bien sûr les Furby. Là, ce serait un euphémisme de parler de succès, c'est un véritable phénomène. Un des jouets les plus commandés à Noël autour de 2000, au point qu'il devenait difficile à trouver. Ce sont des robots électroniques déguisés en petits animaux en peluche, à mi-chemin entre un oiseau et un mammifère à fourrure. Le principe étant qu'il faut s'en occuper à la manière d'un véritable animal. Le caresser, le nourrir, parler avec lui. Car oui, ces trucs parlent et c'était vraiment l'argument de vente phare. De base, ils parlent leur propre langue, le Furbish, qu'on peut traduire grâce à leur mode d'emploi. Puis au fur et à mesure, selon le pays, ils vont petit à petit utiliser des phrases dans la langue du propriétaire. Bien sûr, on n'était pas au niveau d'une IA qui apprenait la langue. Les phrases étaient déjà intégrées et se débloquaient au fil des interactions. Interactions possibles grâce à de nombreux capteurs qui détectaient les mouvements, les contacts, les sons, etc. Capteurs qui pouvaient se reconnaître entre eux, ce qui fait que les Furby réagissaient à la présence de leur père. Pas au point de taper la discute sur l'avenir politique du pays, mais quand même c'était sympa de les voir se saluer. L'illusion donnait vraiment l'impression d'avoir un vrai animal conscient et intelligent. Sensation renforcée par le fait qu'on ne pouvait pas réellement les éteindre. Il n'y avait pas de bouton on-off sur les premières versions, ce qui a été corrigé sur les générations suivantes. Il fallait réussir à l'endormir, ce qui le mettait en état de veille, mais ça arrivait qu'il se réveille en pleine nuit et se mette à parler. D'où le fait que ça a traumatisé des gens. De plus, là où sur le robot Sapien on ne pouvait pas se tromper, le fait que les Furby ressemblent à des animaux peut donner un côté vallée dérangeante. Même si leur heure de gloire est derrière, ils restent immensément populaires, ont été parodiés de nombreuses fois et continuent d'envahir les rayons avec une IA plus poussée. Si pour vous c'était trop de boulot de s'occuper d'un animal physique, vous préfériez sûrement l'incontournable Tamagotchi, le jouet électronique le plus emblématique de son époque. Sorti en 1996 au Japon, puis popularisé dans le monde entier dans les années qui suivirent, ce petit appareil a fasciné des millions de personnes. Le principe est simple, on commence avec un petit œuf virtuel dont il faut s'occuper pour le faire éclore. Il faut ensuite s'occuper régulièrement de la créature nouvelle-née pour la faire vivre le plus longtemps possible. Ce qui inclut la nourrir, jouer avec elle, la soigner, vider ses besoins et l'aider à dormir. Ce qui est obligé à rester attentif en toutes circonstances, sous peine de voir son Tamagotchi mourir. Je pense que ce jouet a été une révélation à plusieurs niveaux pour de nombreux enfants. Déjà, ça te forçait à te responsabiliser. T'avais un aperçu de ce que ça faisait de s'occuper d'un animal et que c'était pas toujours facile. Contrairement au Furby, là le fait d'être négligent entraîne la mort de ton animal. Et ensuite, pour beaucoup, c'était leur première expérience avec le virtuel. Sans être qualifié de jeu vidéo, ça a sûrement été une porte d'entrée vers ce milieu pour beaucoup d'enfants, y compris des filles, vu que c'était le public visé à la base par le jouet. C'est un phénomène qui a sûrement été beaucoup plus impactant qu'on peut le penser. Tamagotchi, c'est le point de départ de plusieurs licences connues comme Digimon ou de jeux comme Nintendogs. Avec l'arrivée quasi simultanée
simultanée de Pokémon, impossible d'échapper à la hype des créatures virtuelles. Ça a commencé avec quelques pixels et 3 boutons, mais avec le temps les Tamagotchi ont évolué. De nouvelles versions permettaient par exemple à 2 créatures d'interagir par infrarouge et même de se reproduire. Puis de nouvelles activités et objets ont permis d'ajouter de la profondeur de jeu. Ensuite, les créatures ont pu se connecter à internet pour récupérer des cadeaux, jusqu'à finalement se rapprocher d'un vrai jeu de simulation de vie. Mais même dans sa forme la plus simple, les Tamagotchi ont profondément marqué plusieurs générations qui ne s'attendaient sans doute pas à s'attacher émotionnellement à un amas de pixels. Allez, juste pour le fun, on va parler de 3 autres jouets qui n'ont pas été distribués en France mais que je trouve intéressants dans leur concept. En premier, Cube World, sorti en 2005. Il s'agit d'un cube avec un écran LCD qui contient un petit personnage de type Stickman. Chaque couleur est associée à un personnage différent avec ses propres animations inédites. On peut interagir avec quelques activités grâce aux boutons sous l'écran et il y a également un gyroscope qui permet de changer la gravité si on tourne le cube. Vu comme ça, c'est juste un petit gadget électronique sympa, mais le véritable intérêt réside dans la connexion entre plusieurs cubes. Si on en assemble 2, les personnages peuvent se rendre visite, discuter, se battre, etc. Ça multiplie déjà les possibilités, alors imaginez avec 4, 8 ou 16 cubes interconnectés. On se retrouve avec un petit monde automatisé où les habitants vivent leur vie. Contrairement à Tamagotchi, pas besoin de s'en occuper, ils sont totalement autonomes. Après ça c'est en théorie, parce que vu le prix d'un cube aujourd'hui, il va falloir allonger la monnaie pour créer un semblant de communauté. Même à l'époque ça devait piquer, ce qui peut expliquer en partie pourquoi ça n'a pas tenu dans le temps. Très similaire mais avec comme cible un public féminin cette fois, Pixel Chicks sorti également en 2005. Ça se présente sous la forme d'une maison avec un petit décor intérieur et un écran transparent devant sur lequel la protagoniste est projetée. Ça donne vraiment un côté tangible au tout, genre maison de poupée. Il y a même le petit détail de la lumière de la chambre qui s'allume quand ta Chicks monte à l'étage. Grâce à différents boutons, on peut interagir avec elle et répondre à ses différents besoins. Pour le coup, c'est très semblable à Tamagotchi. Si on est assez attentionné, on peut débloquer d'autres activités pour notre Chicks. En revanche, si on s'absente trop, elle peut s'énerver et carrément faire ses valises pour quitter la maison. Comme pour Cube World, il était possible de connecter les maisons pour rendre visite aux personnages de ses amis. Et de la même façon, ça n'a visiblement pas trop marché en Europe. Pour le dernier, on va s'intéresser à Scanners, sorti en 2000. Et là les gars, on est littéralement sur Pokémon Go, mais 16 ans en avance. Grâce à un petit appareil avec un écran et un lecteur, on peut scanner n'importe quel code barre et ainsi capturer des créatures. Oui, n'importe quel code barre, même votre paquet de pâtes au Lidl. En réalité, quand le lecteur détecte un code, un algorithme définit si un monstre se cache dans le coin. C'est représenté par l'intensité du signal cardiaque à l'écran. Il faut parfois insister un peu, ce qui a pu en décourager certains. Mais l'idée de partir à la chasse pendant que maman fait les courses est plutôt sympa. On pouvait également faire s'affronter nos monstres avec ceux des autres joueurs, ce qui apparemment était plutôt risqué, car un monstre qui tombait à 0 PV bourrait définitivement. Aucun moyen de le récupérer, pas de rappel, pas de centre Pokémon. Les joueurs de Pokémon Nuzlocke compatiront. Et on ne pouvait capturer chaque monstre qu'une seule fois, même s'il était mort. Ce qui fait qu'on peut se retrouver dans la situation où on a capturé tous les monstres, qu'on les a tous fait mourir et donc on puisse plus rien faire avec son appareil. Malgré le concept intéressant et la volonté de créer un univers avec plusieurs factions, Scanners n'aura tenu que quelques années avant de s'incliner devant d'autres licences. Ces jouets font réaliser 2 choses. Déjà les années 2000, c'est vraiment une décennie d'expérimentation dans plein de domaines, y compris l'industrie du jouet. Et ensuite, de nombreux concepts intéressants nous sont totalement passés sous le nez car jamais sortis de leur pays d'origine. Grâce à internet maintenant, on en prend conscience et on découvre des jouets qui ont marqué l'enfance des Américains, des Japonais ou d'autres pays alors qu'ici on n'en avait jamais entendu parler. Je sais que j'ai pas pu tout citer, encore une fois j'ai surtout parlé de mon expérience personnelle. Il fallait bien que la vidéo s'arrête un jour. Dites-moi en commentaire quels jouets vous ont marqué, que ce soit ceux que j'ai évoqués ou d'autres que j'ai oubliés. Il y aura sûrement matière à faire un épisode 2. Pensez à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.